Un an après la signature de l'accord de paix d'Alger, la désignation d'autorités intermédiaires pour administrer les régions du Nord pourrait relancer le processus de paix au Mali. Le retour progressif de l'État dans une région contrôlée par les rebelles depuis 4 ans est sans doute un signe d'espoir pour des milliers de réfugiés. Pour autant, faut-il déjà envisager un début de sortie de crise? Modibo Sidibé, bonjour. Comment avez-vous accueilli ce récent accord entre rebelles, groupes armés de la plateforme et le gouvernement pour l'administration de ces 5 régions du Nord? Écoutez, d'abord, toute avancée dans le cadre de la paix qui bénéficie aux populations sont à saluer. Mais avant d'aller à la capacité des autorités intérimaires de ramener cette paix et l'État, il faudrait peut-être s'interroger sur le fondement des autorités intérimaires qui est l'accord et voir si véritablement il était opportun d'avoir des autorités intérimaires dont la seule désignation se fait entre les parties signataires de l'accord, le gouvernement, la plateforme et le mouvement, et qui met en dehors les élus et qui met en dehors les autres aspects de la population. Voilà la grande question qui se pose. Serons-nous en même, avec la crise qui a eu lieu dans le cadre de la démarche vers les autorités de transition, à même de surmonter l'ensemble des difficultés pour qu'on puisse prétendre aux effets souhaités? Est-ce qu'on peut déjà parler d'un retour de Kidal dans la République avec cette amorce de coalition qui se met en place? Écoutez, le retour de Kidal ou pas dans la coalition, le retour des autres parties du pays, le nord, de façon générale, le nord du Mali, c'est d'abord l'entièreté de la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire. La présence de l'État, je dis bien l'État légal, républicain, légitime. C'est ça qui va consacrer. Maintenant, si cet État, ou plutôt le gouvernement qui le présente, s'est mis d'accord avec des mouvements pour administrer sur la base d'un accord dont on cherche encore quel est le fondement juridique, puisqu'on parle de révision de la Constitution, alors on peut s'étonner que peut-être ça va avoir une présence des 3 parties sur l'ensemble du territoire, et je ne considère pas que là, c'est une présence souveraine de l'État sur l'ensemble du territoire du Mali. Alors, les partenaires de l'accord de paix d'Alger ont toujours critiqué l'intransigeance du gouvernement. Est-ce que vous partagez cette critique? Je ne sais pas ce qu'ils appellent intransigeance du gouvernement, puisque eux et le gouvernement sont d'accord sur l'accord tel qu'il a été passé. Tandis que nous, en tant que force politique, Ils regrettent quand même que cet accord n'avance pas. Oui, ils peuvent le regretter. Si on passe un accord et que cet accord ne repose pas sur les véritables piliers qui devraient amener la paix, mais qui va dans des considérations qui nous fait sortir de la République et de la légalité, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des difficultés, des contraintes. Comment voulez-vous que des populations qui étaient là, qui ont des élus, et que ces élus qui étaient là avec les populations, qui ont résisté avec les populations, doivent tout de suite se mettre de côté pour que d'autres viennent, à la suite des armes et de l'accord, venir gérer ou vouloir administrer un territoire. Toute la problématique est là. Qu'est-ce que vous auriez proposé comme solution plus pragmatique? Je crois que si on entre dans ce jeu, on va accepter tout. Nous, on repart d'abord à la base de l'accord. Nous avions dit que l'accord tel qu'il a été signé ne porte pas de projet politique, ne porte pas une solution d'avenir pour l'ensemble du Mali, dans sa globalité. Or, c'est le Mali dans sa globalité que nous voulons reconstruire, rebâtir. Donc, le projet doit porter un avenir politique pour l'ensemble du Mali. Il ne le porte pas. Je suis vraiment désolé. La reconstruction du Mali, la solution globale du Mali, le dialogue intra-malien pour que les Maliens soient acteurs et actrices de leur avenir aurait demandé un vrai dialogue national de refondation de l'État, de refondation de nos institutions et de redéfinir les fondements de notre tissu social, de refonder notre entente pour les années à venir et de savoir vers quoi ou quelle direction donner au Mali, notre pays. Alors, il y a un an a été mis sur pied une commission Vérité, Justice et Réconciliation. Quelles sont les recettes que vous proposez pour réconcilier de manière définitive le nord et le sud du Mali pour rebâtir cette grande nation malienne? Ben justement, la difficulté est là. La réconciliation, est-ce que c'est entre le sud et le nord? Le Mali, c'est une mosaïque. Il y a du nord dans le sud, du sud dans le nord, l'est, l'ouest, centre, etc. La population, c'est la population et le peuple du Mali. Donc moi, je ne parle pas de réconciliation entre le sud et le nord. Je parle de
réconciliation, de rebâtir par les fils du Mali, les filles du Mali, les bases, les fondements du contrat social qui tirent ses racines bien en arrière pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire demain ensemble. Donc je ne suis pas dans les situations du genre nord-sud. La commission a été mise en place. Le principe, c'est de ramener la justice, la vérité, et que nous ne soyons pas dans l'impunité, qui a été décriée par tout le monde. Ils commencent à se mettre en place, ces organes se mettent en place, ils vont doucement, espérons que ça puisse apporter, parce que c'est l'un des dispositifs de l'accord sur lesquels il n'y avait pas beaucoup d'observation et de récrimination. Espérons que cela puisse fonctionner et que cela puisse nous ramener la paix en tant que telle. Encore quelques mots sur l'aspect sécuritaire. 2 ans après le déploiement de l'opération Barkhane, entre le Mali, le Niger et le Tchad, avec près de 3500 soldats, la menace terroriste n'a pas faibli. On voit même que des villes sont visées, Bamako, Ouagadougou, Bassam et Bosso au Niger. La stratégie régionale s'impose d'office, mais on voit toujours qu'elle tarde à se concrétiser. Nous l'avons dit de tout temps, et je crois que c'est un bon sens. La menace est régionale, elle est globale. La réponse n'est peut-être que régionale et globale. Nous l'avons dit. Alors qu'est-ce qui pêche pour qu'elle avance? Oui, qu'est-ce qui pêche? Il y a peut-être des questions de volonté. Il y a peut-être des questions de moyens. Cela fait longtemps que la CEDEAO, l'Union africaine, ont chacune leur architecture de paix et de sécurité. Cela fait longtemps qu'on parle de forces d'intervention rapides africaines. Il est bien temps que cela se mette en place. La volonté des chefs d'État, elles sont là, c'est bien. Les plans sont bons. Maintenant, il faut aller au-delà de ça. Dans le cas du Mali, dans le Sahel, on salue ce qui a été fait par la France. Il y a l'aménagement. Il y a les femmes, les forces armées du Mali qui ont fait d'énormes progrès avec le UTM. Mais le UTM, c'est la reconstitution de bataillons, mais ce n'est pas la refondation de l'armée malienne. Donc aujourd'hui, ce qui nous semble le plus important, face à la recrudescence de l'insécurité, des attaques contre Barkhane, des attaques contre l'aménagement, contre les femmes, contre les populations simplement, qui sont tout à fait condamnables et inacceptables, il faut aujourd'hui qu'on puisse garantir la sécurité et redonner de l'espoir. Garantir la sécurité et redonner de l'espoir, pour nous, c'est quoi? C'est renforcer les capacités à la fois de Barkhane, et je crois que la France le fera probablement, renforcer les capacités de l'aménagement, revoir ses règles d'engagement, lui donner plus de poids en matière de force spéciale, en matière de quête de renseignement, de coordination du renseignement, et lui permettre également une interopérabilité beaucoup plus poussée avec les femmes. Dans ce cadre-là, il faut que les mouvements se démarquent totalement du terrorisme et du narcotrafic. Il faut qu'ils acceptent de cantonner, qu'ils aillent vers les patrouilles mixtes, pour que finalement, toutes ces opérations se complétant puissent permettre d'occuper plus d'espace et de rendre incertains les déplacements même des groupes terroristes sur l'ensemble de notre territoire. Parce que c'est descendu, il y a le centre, il y a le sud également, et ça c'est fortement préoccupant. Et ça permettra de redonner de l'espoir et de ramener un peu les populations et les réfugiés pour que les opérations de mise en place des services sociaux de base et également de relèvement à partir de tels conflits se mettent en place. Mais si on fait ça, la finalité doit être quoi? Que ce soit une paix stable, un Mali stable. Durable. Durable. Donc pour ça, il faut un dialogue national, immédiatement, pour prendre le relais et que les Maliens se parlent, pour voir quel paysage institutionnel, quelle refondation de nos institutions, comment allons-nous revivre ensemble. Parce que ce qui s'est passé au Mali, c'est une grande confiance vis-à-vis de l'État, c'est une grande défiance vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des institutions. Donc il y a une autre manière de fonctionner, une autre manière d'être de l'État que nous devons réinventer ensemble. Pas seulement au Mali, sur le continent, on le sait. L'État postcolonial a atteint ses limites. Il nous faut réinventer ce qui devrait être notre propre système. Donc nous demandons ce dialogue politique qui n'est pas encore accepté par notre gouvernement. Et pour quelle raison? Là, le seul pourrait répondre à ça. Mais nous nous disons, sans ce dialogue politique, l'accord de paix n'a pas de souffle politique. L'accord de paix bute à une légitimation qu'il ne peut trouver que dans l'appropriation par l'ensemble des Maliens de la façon dont ils affrontent les enjeux et les défis et de la façon dont ils veulent construire leur avenir dans ce cadre-là. Sans ça, nous avons bien peur que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets. Il y a un an, plutôt en 2013, sous les couleurs
des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence. Vous étiez candidat à l'élection présidentielle, vous êtes arrivé 3e. La jeunesse était au 3e. 4e. Bon, je vous ai fait gagner une place. Ben oui, mais c'est pas assez. La jeunesse était au cœur de vos préoccupations. Ouais. L'est-elle demeurée? Elle est demeurée parce que le programme que nous avons conçu, Mali Horizon 2030, un programme de long terme, et justement pour dire que la question de l'accord et l'approche globale que vous avez soulevée tout à l'heure, c'est que même, on le sait, une croissance économique aussi forte soit-elle, si elle n'est pas redistributive, si elle ne fournit pas sur une certaine justice, elle peut apparaître très vite comme étant inhumaine. Et nous savons bien que les taux de croissance que nous avons ne répondent pas aux grands problèmes. C'est pourquoi même au Mali, on parle de croissance, mais les gens disent non. Nous vivons dans la précarité, nous vivons dans la misère. La jeunesse dit nous n'avons pas d'emploi. Donc, ce programme a été conçu à l'écoute de la jeunesse, bâti avec eux. Et si les Maliens nous confiaient les rênes de l'État, il aurait été conduit avec eux. Parce que nous avons été peut-être les seuls à envisager dans notre programme ce qu'on appelle une transition intergénérationnelle. Parce que nous considérons qu'il fallait mettre le Mali en transition pour que la pré-transition qui existait avant le coup d'État, qu'on puisse franchir les étapes. Tant qu'on n'aura pas résolu les transitions institutionnelles que la refondation peut amener, pour qu'on ait de vraies infrastructures institutionnelles respectables, respectées par nous, dans lesquelles nous nous reconnaissons, que nous sommes prêts à défendre. Et également, transition économique, démographique, sanitaire, sociale, etc. Et pour aller vers la construction de véritables capacités humaines. C'est ça qui permettra de redonner du sens et de l'espoir à la quête de la jeunesse. Parce que la jeunesse est un atout. Nous sommes émerveillés par leur grande capacité, leur vitalité, leur capacité d'initiative. Et c'est eux également qui peuvent ramener ce renouveau de démocratie, ce renouveau de citoyenneté qui sont absolument indispensables dans la refondation du Mali, dans le renouveau de la démocratie. Donc la jeunesse est au cœur de notre programme, elle est au cœur de notre parti en tant que force motrice. Et nous allons continuer à nous battre avec elle parce qu'ici au Mali, comme ailleurs, il faut que nous soyons capables de répondre à l'appétit de bonne gouvernance, à l'appétit de démocratie, d'une seconde génération, une seconde étape que nous sentons un peu partout en Afrique. Il faut que nous soyons capables de construire les réponses politiques appropriées pour que, effectivement, nous n'allions pas vers la violence, mais nous allions dans des alternances tout à fait acceptées et qui seront conduites sous surveillance, comme on le voit déjà un peu partout, pour le bien de l'Afrique et pour le bien des jeunes Africains. Modibo Sidibé, merci. C'est moi.